bonsoir. Merci d'être avec nous pour le 23h. Voici les titres. Les résultats du baccalauréat 2018 sont connus. Ils ont été proclamés aujourd'hui. Le taux national de réussite cette année est de 46,09% contre 44,97% en 2017. Une mission d'évaluation du MAEP présente en Côte d'Ivoire a procédé à la restitution des premières conclusions de ses observations. C'était à l'auditorium de la primature en présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Nous irons au Congo-Brazzaville, pays qui tend à diversifier ses ressources. L'accent est mis sur l'agriculture avec des programmes notamment sur le manioc. Quels sont les défis de la productivité et de la transformation de cette culture au Congo-Brazzaville? Nous le saurons tout à l'heure dans Eco Plus, notre dossier du jour. Bienvenue pour cette édition. Les résultats du baccalauréat 2018 ont été proclamés aujourd'hui par la directrice des examens et concours. Sur 243 653 candidats présents à l'examen, 112 297 ont été déclarés admis. Le taux de réussite au plan national cette année est de 46,09% contre 44,97% l'an dernier, soit une hausse de 1,12%. Sephora Zegui, Patricia Omoitia. 112 297 candidats déclarés admis au baccalauréat 2018. L'annonce a été faite ce mardi 24 juillet par la direction des examens et concours d'ECO. Au terme des délibérations, sur 243 653 candidats présents, 112 297 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 46,09% contre 44,97% en 2017. Un taux national de réussite en hausse de 1,12 points par rapport à l'an dernier. Ces résultats sont le fruit des efforts fournis par la tutelle pour des examens sans tricherie. De nombreux efforts ont été réalisés en matière de numérisation et d'équipement en outils des plus modernes pour faciliter et fiabiliser davantage le processus d'évaluation. Nous avons ouvert un chantier important, celui de la lutte contre l'intrusion des supports de communication numérique dans les centres d'examen. Les résultats sont disponibles depuis 14 h ce mardi dans tous les 415 centres de composition que compte le pays. Les candidats ont 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Qu'est-il advenu de Sephora et Sandra? Ces deux candidates au baccalauréat 2018 avaient été suivies par nos équipes de reportage il y a un mois. Ce mardi, les résultats ont été proclamés. Sont-elles admises au baccalauréat? Pour le savoir, suivons cet élément signé Sephora Zegui et Christelle Menon. Dernière heure d'attente pour Sephora et Claudia, nos lycéennes candidates au baccalauréat. Il est 14 h, heure de proclamation des résultats sur toute l'étendue du territoire national. Candidats approchés. L'inquiétude se lit sur les visages des candidats présents au lycée Mami Fété. Notre Claudia, 16 ans, plus ou moins détendue, attend avec d'autres élèves. La proclamation des résultats commence justement par les élèves de série C, sa série. 04, 114. Claudia, Momo, Marie, Anaïs. Elle a eu la mention admise. Délivrance. Claudia Diaa est admise. Après 10 mois de travail, voilà, nos efforts sont récompensés. Nous avons tout eu, vraiment, nous sommes contents. Au même moment, Sephora, notre deuxième candidate, arrive au lycée classique de Cocody. La proclamation des résultats est déjà achevée. Angoissée, le ventre vide depuis la veille, elle se dirige vers ses amis qui lui annoncent la bonne nouvelle. Mais elle veut le voir de ses propres yeux. Sephora se dirige vers le tableau d'affichage. Elle est admise, avec mention assez bien aussi. C'est enfin l'explosion. Papa, il y a une mention très bien.
Nous avions suivi Sephora et Claudia il y a 1 mois lors de la préparation des examens. Et elles nous confiaient ceci. Je suis sûre d'avoir le bac au moins avec la motion assez bien. Prochaine étape, l'inscription à l'université. Pour Sephora, ça sera du journalisme. Claudia, notre bachelière en série C, désire, elle, s'orienter en sciences économiques. Mais ça, c'est à voir dans quelques semaines. Aujourd'hui, place à la fête. Doumbia Mamadou est aussi un homme heureux. Il a été admis au bac cette année. Seulement, il n'était pas un candidat ordinaire vu qu'il est âgé de 60 ans. Et tenez-vous bien, il a réussi à décrocher le précieux sésame après plusieurs tentatives. Mais il ne compte pas s'arrêter au baccalauréat car son prochain défi est le BTS. Notre correspondant à Daloa, Ngana Konate, l'a rencontré. Suivez son reportage. Dans cette salle de composition du baccalauréat, Doumbia Mamadou est le candidat le plus âgé. Il a 60 ans. À l'âge où certains pensent à la retraite, ce senior s'est lancé dans l'aventure. D'autres le font pour chercher du travail après, mais pour Doumbia Mamadou, c'est un défi personnel. Si aujourd'hui j'ai décidé de passer au bac, ce n'est pas pour devenir ni un fonctionnaire, ni un ministre, mais tout simplement c'est pour me cultiver dans la vie. Et aujourd'hui pour moi c'est un défi d'avoir ce bac, parce que c'est un honneur pour moi. Mardi 24 juillet, jour de la proclamation des résultats du baccalauréat. Nous retrouvons Doumbia Mamadou dans son quartier. Il est imam. Une prière dans la mosquée avant de dire au revoir à sa famille dans l'espoir de revenir à la maison avec le précieux sésame. Dans le centre d'examen, une animation particulière règne. L'impatience gagne les uns et les autres, mais Doumbia Mamadou est serein et très confiant. C'est fait. Après de nombreuses tentatives, Doumbia Mamadou a décroché son bac. Le courage, la persévérance et surtout la foi de l'homme de Dieu a fini par payer. J'ai accepté d'aller faire le cours du soir. La recherche du savoir n'a pas d'âge. Donc il faut avoir le courage. Et voilà pourquoi je vous ai promis lors de la composition que vraiment ça va aller. Et aujourd'hui, l'effort a été récompensé par Allah subhanahu. Merci. De retour dans son quartier, l'imam est accueilli dans l'allégresse. Fierté, émotion, joie, les mots ne suffisent pas pour décrire l'ambiance chez les Doumbia. Un exemple de courage apprécié par ses voisins. Nous sommes tous contents. Parce que ce qu'il vient de démontrer là, ça montre que les gens ne doivent pas se décourager. Avec son âge, il vient d'avoir son bac. Les jeunes gens, je vous encourage, ne baissez pas les bras. Faites comme notre humain qui vient de nous faire honneur. C'est pour lui! Doumbia Mamadou compte approfondir encore ses connaissances. L'homme de 60 ans se dit prêt à poursuivre les études. Concernant les études, si les moyens me permettent, je compte continuer au supérieur. Parce que bon, vous savez que le supérieur, c'est une question de moyens. Donc s'il y a les moyens, en tout cas, je vais continuer. L'imam Doumbia Mamadou est donc loin de la retraite de la vie intellectuelle. Son prochain défi, c'est le BTS. Et l'on lui souhaite de le décrocher avec une mention spéciale, celle de la volonté. Vivement qu'il le décroche parce qu'il le mérite et il est excellent. On s'intéresse donc à la journée du mérite et de l'excellence célébrée à Gagnoa par la Direction générale de l'éducation nationale. Elle vise à rendre hommage aux meilleurs élèves, acteurs et structures qui œuvrent pour la promotion de l'école et la salubrité dans la ville. Nadia Edja, Cheikh Kone Aboubakar. Ambiance festive pour cette journée du mérite et de l'excellence dans la région du Go. À Gagnoa, la célébration de cette journée a été marquée par des remises et des récompenses à plusieurs acteurs de la ville, dont une majorité d'élèves. Ils ont reçu divers lots en nature, une initiative de la Direction régionale de l'éducation nationale. Nous célébrons le fruit des efforts de tous les acteurs, des structures attachées, des circonscriptions préscolaires et primaires, des secondaires publics et privés, sans oublier ceux de la graine elle-même. Il convient de reconnaître la mobilisation de tous et les efforts de chacun pour bâtir une école de qualité. Marraine de la cérémonie, Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité et fille de la région, a livré un message de félicitations et d'encouragement. Je voudrais vous féliciter
vous qui prenez soin de l'école et vous qui attachez du prix, chers enfants, à vos études, je voudrais féliciter ceux qui ont bien travaillé et leur dire de voir dans cette distinction non pas une occasion de suffisance et d'orgueil, mais une interpellation à mieux faire et à servir toujours de modèle. Ceux qui n'ont pas reçu en rentrant chez vous, faites-vous la promesse à vous-même l'année prochaine d'être à cette tribune de l'excellence. Célébrer l'excellence, mais aussi inculquer les valeurs du vivre ensemble à ces jeunes élèves, un point fort de cette célébration. Grâce à leur action de solidarité et de partage à travers l'opération dénommée Grâce à vous, les élèves de la région ont pu financer pour leurs camarades en détresse 2 fauteuils roulants, un appareil auditif et une opération de la cataracte. Autre chose à présent, des experts du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui séjournent en Côte d'Ivoire depuis le 10 juillet dernier, ont procédé à la restitution des premières conclusions de leurs observations. C'était ce mardi à l'auditorium de la primature, en présence du vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Herman Guivi. 3 semaines d'analyse, d'observation de proximité avec les populations pour apprécier l'idée qu'elles se font de la bonne gouvernance telle que pratiquée dans leur pays. C'est la mission à laquelle se sont soumis les experts de la mission d'évaluation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, présent en Côte d'Ivoire depuis le 10 juillet 2018. Une mission qui a travaillé en étroite collaboration avec la Commission nationale, MAEP. Cette mission, de par sa diversité de ses membres, est une marque d'amitié des peuples africains envers la Côte d'Ivoire. Elle traduit la volonté des chefs d'État de l'Union africaine d'ouvrir chacun des pays participants au mécanisme à une expertise africaine en vue de déclencher un processus de solidarité pour l'amélioration de la gouvernance dans chacun de nos pays. Pour le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, point focal du MAEP, si la Côte d'Ivoire se prête à l'exercice, c'est bien parce qu'elle croit à la bonne gouvernance comme levier essentiel pour parvenir à l'émergence. Les notations des agences les plus réputées au monde, ainsi que les appréciations des institutions internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, montrent bien que notre pays a fait un choix difficile, mais sans fanfaronnade, on peut l'affirmer qu'il est sur la bonne voie. Presque au terme de leur mission, il s'est agi pour ces experts de restituer les premières conclusions de leurs observations. La mission a constaté que l'entrepreneuriat privé constitue un acteur majeur de la création de richesses et a discuté avec la partie prenante des mécanismes élaborés pour que cette participation soit effective, notamment dans le cadre de la réconciliation nationale. Des efforts en matière d'accès aux services sociaux de base sont notés, avec néanmoins des disparités entre les régions. La question de la contribution des femmes, des jeunes et des handicapés dans les activités économiques reste une préoccupation largement soulignée. Les problèmes de l'emploi et de la politique sociale ont été largement discutés en relation avec le développement du capital humain et l'amélioration des bien-être de la population. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan s'est réjoui des consultations engagées par les experts du MAEP avec les populations. Cette évaluation externe apparaît certes comme une nécessité liée au processus même du MAEP, mais elle est aussi et surtout l'expression de volonté clairement affirmée du chef de l'État et du gouvernement sont empressés d'autoriser la présente mission. La mise en place de ce cadre de dialogue multi-acteurs sur la gouvernance a donc permis à toutes les parties prenantes d'aboutir à une compréhension commune du MAEP et de construire conjointement le caractère participatif et inclusif de l'évaluation. La Côte d'Ivoire s'honore donc d'avoir réussi à faire son auto-évaluation 3 ans seulement après son adhésion, devenant ainsi le 2e pays, après le Tchad, à avoir réalisé cette remarquable performance. Le processus se veut inclusif et participatif. Son objectif principal, faire des propositions pour l'amélioration de la gouvernance. Une formation à la finance islamique a débuté aujourd'hui à Abidjan. Elle concerne les acteurs du marché financier de la sous-région.
Une rencontre pour favoriser une meilleure compréhension des normes et principes de la finance islamique. L'objectif est de présenter les différents instruments de cette finance afin de faire profiter les investisseurs privés. Lansine Bakayoko. Malgré le développement du marché des emprunts obligataires islamiques, appelé Soukouk, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tardent à frapper aux portes de ce marché qui offre des opportunités intéressantes pour financer les grands projets. L'apport de la finance islamique n'est plus à démontrer. Point n'est besoin de citer les apports de la finance islamique à la qualité de la régulation en termes de réduction de risques systémiques, mais également de renforcement de la liquidité, de la stabilité financière, mais également de l'éthique sur les marchés. D'autres bienfaits que pourrait apporter la finance islamique aux économies de la sous-région. L'augmentation de l'épargne nationale et l'arrivée potentielle d'investisseurs directs étrangers. Mais les clients, les employés, les superviseurs et contrôleurs, les juges, tout ce beau monde doit connaître selon leur niveau d'implication les règles qui sous-tendent ces transactions. Dans ce contexte, le Conseil des ministres de notre Union a adopté les réformes du marché financier en mars 2016 en complément du plan stratégique 2014-2021 du marché financier régional en vue de consolider les performances du marché et d'améliorer sa contribution au financement durable des économies de notre Union. Toutes ces initiatives nécessitent l'insertion de nouvelles normes dans le dispositif réglementaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette disposition devrait permettre une meilleure adéquation des spécificités de la finance islamique avec les dispositions d'ordre juridique comptable, prudentiel et fiscal en vigueur dans notre Union. Le marché de la finance islamique, qui était de 1 500 milliards de dollars en 2016, a atteint 2 000 milliards en 2017. Pour l'exercice en cours, les prévisions tablent sur environ 3 000 milliards de dollars. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour les attachés de défense de la France, du Canada et du Royaume du Maroc. Ils ont été reçus cet après-midi par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui les a décorés. Ils ont été faits chevaliers de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Moussa Konati. Nous faisons chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Ils sont en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ils reçoivent des distinctions de l'État ivoirien. Le colonel Xavier Lafargue de la France, le colonel Hassan Maboub du Royaume du Maroc et le colonel Rick Thompson du Canada, représentés par le conseiller politique de l'ambassadeur. Tous des attachés de défense des ambassades de leur pays en Côte d'Ivoire, décorés par le ministre d'État, ministre de la Défense. Ils sont élevés au grade de chevalier de l'Ordre national. Quand on travaille de longues années dans le sens de l'amélioration de la coopération entre nos États, il est bon qu'à un certain moment on s'arrête pour que cela soit célébré. En tout cas, moi je peux vous dire que j'ai une grande satisfaction et je souhaite que les attachés de défense entrants qui vous remplacent puissent marcher dans vos pas dans le sens de consolider ce qui a été établi et d'aller beaucoup plus loin. Que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert, c'est un pays qui s'enrichit de l'expérience de tous et qui apporte également sa contribution à l'équilibre mondial. En tout cas, nous sommes très heureux. Il y a un an, nous avions de grands défis à relever au sein des armées. Nous sommes sur la bonne voie et cela a été avec la contribution de chacun ici présent. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a reçu également ce jour Mohamed Hussein, le nouvel attaché de défense de l'ambassade d'Égypte en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va présenter sa candidature au Conseil de l'Union internationale des télécommunications UIT avant les assises de la conférence Les Plénipotentiaires 2018 prévues du 29 octobre au 16 novembre prochain à Dubaï. Le gouvernement a échangé à Abidjan avec les diplomates en poste dans le pays. Une rencontre pour solliciter le soutien et l'accompagnement des représentants des missions diplomatiques. Lansine Bakayoko. La Côte d'Ivoire, candidate à un siège au Conseil de l'Union internationale des télécommunications UIT pour la mandature 2019-2022. Cette candidature ivoirienne présentée aux ambassadeurs étrangers accrédités en Côte d'Ivoire par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac D, appuyé par son collègue des affaires étrangères, Marcel Montano, ne manque pas d'arguments. Premièrement, la Côte d'Ivoire est membre de l'UIT depuis 58 ans, donc depuis son indépendance. La Côte d'Ivoire aussi a fait du numérique un axe stratégique de son développement. Deuxièmement, améliorer l'état de la maturité numérique de notre pays par la construction de réseaux et services de télécommunications TIC,
la dématérialisation des services et procédures administratives et enfin, le développement de capital humain et des usages. De plus, au niveau scientifique, la Côte d'Ivoire prend une grande part aux activités de l'UIT. Au plan matériel et financier, elle est à jour de ses cotisations et appuie aussi diverses initiatives de l'Union. L'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Union sera l'occasion pour elle de consolider son expertise et de renforcer son positionnement dans les différentes instances de l'UIT. Avec son siège à Genève en Suisse, l'UIT est la plus ancienne des institutions du système des Nations Unies, créée en 1865. Elle a pour principale mission d'attribuer dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites. À ce jour, l'UIT compte 193 pays membres et près de 800 entités du secteur. Mettons le cap sur le Congo-Brazzaville en Afrique centrale. Une délégation ivoirienne y a séjourné récemment dans le cadre d'un échange d'expériences avec des producteurs et transformateurs de manioc. En effet, le Congo-Brazzaville qui entend diversifier ses ressources à travers la relance de l'agriculture mise sur la production du manioc. Mais quelles sont les difficultés rencontrées notamment dans la transformation de cette culture? Les défis de la productivité et de la transformation du manioc au Congo-Brazzaville, c'est le dossier EcoPlus de ce soir. Il est proposé par Francis Boifou. Le chikwang, le foufou, le sakasaka. Des produits dérivés à base de tubercules et de feuilles de manioc. On en trouve dans toutes les 12 régions du Congo-Brazzaville. Ces mets, très consommés dans les villes et villages, sont souvent servis aux étrangers pour faire la promotion de ces produits made in Congo. Les usages du manioc sont très limités chez nous. Il faut les diversifier. Et ensuite, nous pouvons partager des expériences qui pourraient améliorer la productivité. La transformation du manioc reste cependant un vrai parcours du combattant dans les 4000 villages du pays. Les femmes ont recours aux moyens traditionnels, de grosses pierres pour extraire l'amidon, râper les tubercules. L'aide au sac à la machine, les machines pour écraser, qu'on obtienne la pâte. Les machines, il y a des fois tu peux louer la machine peut se retrouver à 2 km, donc il faut attendre. Et donc ça c'est lent quoi, jusqu'à ce qu'on transforme, jusqu'à la commercialisation à Brazzaville. Après plusieurs séances de travail en atelier et des visites de terrain dans le cadre des échanges d'expériences entre les acteurs de la transformation du manioc en Côte d'Ivoire et ceux du Congo-Brazzaville, les ingénieurs ivoiriens font des propositions. Nous avons des machines, par exemple un essoreur qui fonctionne sur le principe de la force centrifuge et qui peut donc être très utilisé par ces populations qui utilisent des cailloux pour presser leur sac de manioc. Un autre exemple, le broyeur. Vous avez leur broyeur qui va broyer directement le produit, alors que nous avons un broyeur avec une cage de pré-broyage et une cage de broyage qui donne un produit amélioré, nettement supérieur à celui que nous avons pu observer sur le terrain. Il y a encore l'état d'hygiène que nous constatons qui n'est pas aussi amélioré. Mais nous, en tant que machinistes, concepteurs, fabricants d'équipements, nous pouvons vraiment apporter un plus pour pouvoir les amener à améliorer cette transformation. Même si le gouvernement congolais parvient à résoudre la question de la pénibilité dans la transformation du manioc, la nouvelle politique agricole devra intégrer la question de la commercialisation. La difficulté majeure à ce niveau est due d'abord au fait qu'il n'y a pas d'engagement de stockage qui devrait nous permettre d'avoir des statistiques fiables sur les quantités, n'est-ce pas, de produits vendus ou commercialisés. Autre défi, l'encadrement des coopératives dans le processus de production des produits alimentaires. Par exemple, l'application de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives. La plupart des coopératives découvrent cette loi-là, l'acte uniforme, alors que c'est depuis 2010 que l'acte uniforme a été ratifié. Donc il y a un véritable travail à faire et à ce niveau-là, l'ANADER est prête à collaborer
avec les structures étatiques du Congo pour faciliter ce genre de choses-là, faire les formations, parce qu'il y a aussi des déficits en formation, ce que nous avons relevé. Entre 200 et 300 000 ménages travaillent dans le secteur agricole au Congo-Brazzaville. Ces producteurs ont un potentiel impressionnant de terres cultivables. 10 millions d'hectares, dont 3% exploités. Depuis 2014, le Congo est inscrit sur la liste des pays à faible revenu sur le plan de la sécurité alimentaire. Aller à la sécurité alimentaire passe nécessairement par une amélioration de la productivité. Ici, on n'a pas vu une structure nationale qui assure l'encadrement des paysans. Et or, dans ce domaine, la Côte d'Ivoire, depuis 1994, a acquis une forte expérience. L'organisation des producteurs, leur appui par un encadrement proche, ça c'est un domaine où nous avons quelque chose à apporter aux Congolais. Il y a un problème de la transformation du produit et ces questions doivent être rapidement revues à la table pour voir un peu comment élaborer des projets spécifiques pour accompagner les acteurs dans l'acquisition du matériel afin de réduire la pénibilité du travail des coopératives. L'agriculture occupe désormais une place importante dans le nouveau plan national de développement voulu par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Cette agriculture représente 6% du produit intérieur brut PIB et pourrait être la deuxième source de croissance et de revenus du Congo-Brazzaville après le pétrole. En culture, c'est reparti pour le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. La 7e édition de ce grand rendez-vous artistique, culturel et gastronomique a été lancée à Bouaké en présence de plusieurs ministres. Durant 4 jours, 1200 festivaliers repartis en 86 groupes vont s'affronter dans 11 disciplines. Soro Corona. Bouaké, capitale des arts et de la culture en milieu scolaire pour 4 jours. La 7e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, FENAC-MIS, réunit plus de 1200 festivaliers venus des 4 coins du pays. Ce rendez-vous culturel, artistique et gastronomique vise à créer les conditions d'une école gaie, amie des enfants, et à contribuer à un brassage de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Pour la cérémonie officielle, les ministres Kandia Kamara et Maurice Bandama, les 2 principaux acteurs de ce festival, ont eu le soutien des ministres Jean-Claude Kouassi et Amadou Kone. Les ministres en charge de ce festival ont salué l'engouement suscité autour du festival. Ils ont exhorté les écoliers et élèves à mettre ensemble éducation, art et culture pour des cadres accomplis de demain. Ils vont rivaliser d'imagination, de créativité et d'émotion pour ravir des prix, glaner des lauriers et arracher des trophées. Sur la base de l'émulation et par le prisme de l'art, nous avons à cœur de promouvoir des valeurs et d'alimenter le patrimoine culturel national dans la dynamique du développement durable. En initiant depuis le plus bas âge nos enfants à la pratique des arts et de la culture, Madame la ministre, vous avez choisi de belles langues pour former des citoyens de qualité. Pour cette 7e édition du FENAC-MIS, une innovation majeure à noter, l'introduction du numérique dans le festival, le concours Web Art Creativity pour booster l'entrepreneuriat en milieu scolaire. Le document portant l'installation du siège du FENAC-MIS à Bouaké a été paraphé par la ministre Kandia Kamara, le conseil municipal de Bouaké et le conseil régional de Gbeke. 86 groupes sont en compétition dans 11 disciplines. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité est le thème retenu pour cette année. En sport football, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aura lieu ici en Côte d'Ivoire. Les 3 inspecteurs de la CAF sont à Abidjan pour évaluer les travaux entrepris par le pays. Ils ont visité plusieurs chantiers. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. À 3 ans du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Confédération africaine de football a dépêché à Abidjan 3 experts accrédités afin d'évaluer l'évolution des travaux sur les différents chantiers en Côte d'Ivoire. Au nom du président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et du président du comité d'organisation de la CAN 2021, Lambert Fekese, le vice-président de la FIF, Sori Diabaté,
a souhaité la Kouaba traditionnelle à la délégation de la CAF à leur descente de l'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La délégation de la CAF doit se rendre dans les différentes villes où se dérouleront les matchs de la CAN 2021. Une bonne semaine de supervision du projet ivoirien au cours de laquelle les autorités sportives ivoiriennes doivent montrer ce qui a été fait jusque-là conformément au cahier des charges. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était 16 pays. Maintenant, nous sommes à 24. Donc, il est évident que la CAF veut voir ce que nous sommes en mesure de faire sur la base de ce qui a été présenté et ce que nous allons apporter comme nouveauté par rapport au dossier qui a été présenté en 2014, en septembre 2014 à Addis Abeba. Les 3 inspecteurs de la CAF visiteront ainsi les villes de Bouaké, Yamoussoukro, Korogo, San Pedro et Abidjan, afin de voir les réceptifs hôteliers en construction, les chantiers des stades et bien d'autres infrastructures annoncés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain à la même heure.